inconfort digestif, ballonnement, douleur abdominale, anxiété, dépression, diabète ou obésité, et s'il s'agissait d'une perturbation du microbiote intestinal. Je suis le docteur Aurélie Sicot, rhumatologue et médecin du sport, et nous allons aborder les dysbioses. Revenons pour le moment sur l'écosystème intestinal. Il est constitué de 3 entités. Le microbiote, fait de différents micro-organismes, dont je vous laisserai consulter la présentation que j'ai déjà faite récemment, avec le lien qui s'affiche sur l'écran. On va retrouver sous ce microbiote un épithélium, une couche de cellules recouverte d'un mucus, et sous cet épithélium, il y aura le système immunitaire intestinal sous-muqueux, élément très important qui correspond à 60% des molécules immunitaires de notre organisme. Il existe une interdépendance, une interconnexion entre les microbiotes digestifs, coliques, grêle, mais aussi broncho-alvéolaire, cutané, vaginal. Et le biose correspond à un écosystème en bonne santé, équilibré. Le microbiote a de nombreux rôles dans l'organisme. Tout d'abord nutritionnel, en participant à la synthèse des vitamines K, des vitamines B12. Il a un rôle métabolique, en permettant la production d'acides gras volatiles, l'acétate, le butyrate, le propionate, qui sont importants pour l'homéostasie énergétique, glucidique ou encore la modulation du cholestérol. Il participe au métabolisme des sels biliaires en les détoxifiant. Ils interviennent dans le métabolisme glucidolipidique, le rendement énergétique et le contrôle du poids avec une fonction pondérostat, en modulant le stockage adipocytaire. Le microbiote va avoir un rôle trophique au niveau de l'épithélium pour lui permettre d'avoir une fonction barrière, une véritable frontière pour décider quelles sont les molécules autorisées à pénétrer ou pas dans l'organisme. Un rôle de défense avec cette fameuse fonction barrière et la sécrétion de molécules comme les bactériocides qui vont être utiles pour détruire des virus ou des bactéries. Un rôle immunitaire de tolérance, notamment alimentaire, un rôle dans la régulation du stress chronique, avec un lien entre l'intestin et le système nerveux. Les dysbioses correspondent à une ou des perturbations de l'écosystème. Ça peut être un déséquilibre entre la flore protectrice, les symbiontes, et la flore pathogène, les pathobiontes. Ça peut être donc un déséquilibre quantitatif, mais aussi qualitatif, avec une altération fonctionnelle de la flore intestinale, ou encore une rupture de la communication, du dialogue, de la symbiose entre le microbiote et son hôte, et une perte de la diversité. Regardons un petit peu plus près sur ces graphiques à quoi peuvent correspondre une dysbiose. Donc tout à gauche, le biose. Donc on voit une diversité avec une prédominance de symbiontes, de bonnes bactéries. Si on se décale un petit peu, donc la dysbiose à pathobionte. Il va avoir un excès de bactéries pathogènes, de pathobiontes, alors que le reste de la flore est stable. Mais cet excès de pathobionte peut faire des infections comme l'exemple de la salmonellose. Si on se décale encore un petit peu, donc la dysbiose, avec une réduction de la diversité. Là, toutes les micro-organismes, les symbiontes, les pathobiontes sont baissés. Ça peut être impliqué dans des maladies cardiovasculaires, dans le diabète, les troubles métaboliques. Puis nous avons des dysbioses avec un manque de symbiontes. Les pathobiontes, tout ça n'a pas bougé, c'est stable, mais par contre, les symbiontes, les bonnes bactéries, elles se sont effondrées. Ça, on peut le voir dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Regardons de plus près la différence entre le biose, les différences entre le biose et les dysbioses, sachant qu'il n'y a pas, c'est pas le tout ou rien, il y a un continuum pour passer de l'état de biose à l'état de dysbiose après une agression. Parce qu'on va être capable de se résilier, de résister plus ou moins à une agression, ça c'est variable d'une personne à l'autre. Puis après on va être capable peut-être de restaurer cet équilibre, de s'adapter, et puis si on n'a pas réussi à s'adapter, il y aura les perturbations de l'écosystème au niveau local, puis après à distance. Donc dans le biose, nous allons avoir un microbiote abondant, diversifié, alors que dans la dysbiose, il va y avoir une pauvreté de cette diversification. Dans le biose, les symbiontes sont dominants,
à la différence de la dysbiose où là ce sont les pathobiontes qui sont dominants. Nous aurons une production d'acides gras volatiles dans le biose, elle sera manquante dans la dysbiose. La barrière intestinale va être intègre en cas de biose, c'est vraiment un élément important, alors que cette barrière va disparaître dans la dysbiose, puis il y aura une absence d'inflammation dans le biose, alors qu'il y aura une inflammation chronique, une inflammation de bas grade dans la dysbiose. Comment faire pour en arriver à un état de dysbiose? Le meilleur moyen, le meilleur facteur déclenchant, c'est la malbouffe. La consommation d'alimentation ultra transformée, un déséquilibre alimentaire par manque d'apport de fibres, manque de fruits et légumes frais et de saison, le recours à la fast-food, au soda, c'est vraiment la meilleure façon de mettre à mal son microbiote et les perturbations peuvent arriver rapidement en 48 heures. Des médicaments comme les antibiotiques, et attention à la période de vulnérabilité dans les premières années de vie parce que c'est là que le microbiote se met en place, donc des antibiotiques en néonatologie, chez les nourrissons quand elles se répètent, peuvent provoquer une perturbation du microbiote et aboutir plusieurs années plus tard à l'obésité infantile, par exemple. On a aussi des toxiques, les additifs alimentaires, l'aspartate, le glutamate que l'on va trouver dans les aliments ultra transformés. Le stress avec l'augmentation du cortisol, un excès d'hygiène ou une contamination des pathogènes vont perturber, mettre à mal ce microbiote. Il existe une prédisposition génétique avec des mutations altérant le dialogue intestin-microbiote chez certaines personnes et qui peut être à l'origine de maladies inflammatoires de l'intestin par exemple. De nombreuses maladies vont être liées à une dysbiose, mais pas toutes les maladies. Ça c'est vraiment important, tout ne s'explique pas par une dysbiose. Mais on va avoir beaucoup de pathologies qui peuvent être en lien avec la dysbiose et le point de départ il est toujours colique avant de s'étaler sur les autres écosystèmes. Donc, partir du côlon, on peut avoir une dysbiose qui se propage à l'intestin grêle, où là on va avoir volontiers des ballonnements postprandial, un reflux. On peut avoir une dysbiose au niveau de l'estomac avec la colonisation par Helicobacter pylori qui est associée à un surrisque de cancer de l'estomac, une dysbiose au niveau de l'œsophage ou au niveau bucco-dentaire, parodontal. Et là, ça peut être associé à des maladies cardiovasculaires et hépatiques. Les autres tissus peuvent être atteints de dysbiose au niveau vaginal avec des vaginoses, au niveau cutané avec de l'eczéma, de l'acné, au niveau bronchopulmonaire. Et on a aussi des découvertes assez récentes sur la perturbation de microbiote au niveau de la plaque d'athérome, parce que oui, il y a aussi un microbiote à ce niveau-là, et au niveau du tissu adipeux, notamment le tissu adipeux périviscéral. Comment repérer une dysbiose? Il peut y avoir des signes cliniques locaux au niveau digestif avec des ballonnements, des douleurs abdominales, des crampes abdominales, des spasmes, des diarrhées. Et puis on peut avoir une acné quand c'est une dysbiose cutanée, une vaginose quand il s'agit d'une atteinte vaginale. Puis parfois on n'a aucun symptôme direct. Mais on peut avoir des pathologies à distance pour lesquelles il n'est pas toujours simple de penser à une dysbiose. À distance, il va falloir penser à des pathologies métaboliques. Hépatique avec le foie gras, la stéatose, ou la NASH, c'est la non-alcoolique stéatose hépatique chez les buveurs de soda, chez les consommateurs de fast-food, de malbouffe. Cas de surpoids, d'obésité et de diabète de type 2. D'autres pathologies d'ordre dysimmunitaire comme les allergies, une baisse de défense chez quelqu'un qui va prendre souvent des petites infections, des viroses, des petites infections. Il va falloir penser au microbiote. Les maladies auto-immunes, MAI, comme la polyarthrite rhumatoïde. On peut avoir des inflammations de bas grade, de cancer avec des liens au niveau du côlon, la présence de fusobacterium, le cancer de l'estomac et l'Helicobacter pylori, et une dysbiose dans le cancer du sein. Il y a eu des travaux publiés là-dessus. Il va y avoir aussi un déséquilibre au niveau des autres écosystèmes à distance, comme le cutané, avec l'acné, l'eczéma ou l'atteinte des muqueuses, par exemple au niveau vaginal, et des troubles neuropsychiatriques. Ça, c'est une notion aussi importante. Il faudra y penser en cas de stress, complètement d'épuisement, de burn-out, d'anxiété, de dépression, de troubles du spectre autistique ou encore de maladies neurodégénératives comme le Parkinson et l'Alzheimer.
Il est donc difficile de s'orienter vers une dysbiose, vu que les symptômes et les pathologies vont être quand même assez vastes. Est-ce que l'on peut s'aider d'examens biologiques? On va pouvoir s'aider de la coproculture, de la parasitologie des selles, pour voir s'il y a une présence de pathogènes. On va pouvoir doser aussi les acides gras volatiles comme le butyrate pour rechercher s'ils sont toujours produits ou s'ils sont effondrés. Il existe d'autres analyses génétiques, notamment avec l'ARN Césès, mais pour cela, il va falloir demander un avis spécialisé. Beaucoup de ces analyses sont dans le cadre de la recherche et il faut vraiment s'aider d'un avis spécialisé. Comment prendre en charge les dysbioses? Tout d'abord, ça va commencer par l'alimentation. Il faut rééquilibrer son modèle alimentaire et s'orienter sur un modèle crétois. Je vous mets en lien sur cette page le modèle crétois, vu que j'avais déjà fait une présentation là-dessus. Pour résumer, ce modèle, il va être riche en fibres prébiotiques, en fruits, en légumes, en légumineuses, en noix, riche aussi en oméga 3. Donc vraiment très intéressant. Il va permettre de nourrir le microbiote avec les fibres prébiotiques. On va pouvoir s'aider aussi de certaines souches probiotiques. Donc il faut bien demander au laboratoire de vous fournir la documentation, les études sur l'efficacité des souches probiotiques et sur les dysbioses. La lactoferrine va trouver sa place ici. Les huiles essentielles de citrus ou de romarin sont très intéressantes puisqu'elles vont être antiseptiques et antibactériens au niveau des pathogènes. Par contre, elles vont être pré-probiotiques et stimuler les bonnes bactéries, les symbiontes. Les polyphénols, qu'on trouve dans les fruits, dans les légumes, sont aussi intéressants puisqu'ils vont stimuler les symbiontes et réduire les pathogènes. On peut avoir recours à des antibiotiques, à des antimycosiques en fonction de la cause de la dysbiose. Par exemple, dans les troubles autistiques ou dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on peut avoir recours à certains antibiotiques. La transplantation fécale est aussi étudiée dans la dysbiose. Les dysbioses concernent tous les écosystèmes, et pas seulement l'écosystème intestinal, même si le point de départ est les coliques. La malbouffe, c'est le meilleur moyen de perturber et de mettre à mal ces micro-organismes qui nous sont si chers et si précieux. Il va falloir l'évoquer en cas de manifestation à distance. Diabète, obésité, certains cancers, des troubles neuropsychiatriques, le stress, l'anxiété, les dépressions, souvent qui résistent aux antidépresseurs. Donc les symptômes à distance sont vraiment très vastes. Et le traitement se repose sur l'alimentation crétoise, les prébiotiques, les probiotiques. On peut s'aider d'huiles essentielles, de citrus ou de romarin, de polyphénol, et tout ça s'intègre dans un mode de vie avec une activité physique régulière et une gestion du stress.